J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de savoir exactement ce qu'il fallait faire et pourtant ne pas réussir à changer? Je m'appelle Jeanne, je suis hypnothérapeute et cette question me fascine depuis des années. Parce que quand je regarde ma propre vie, je me rends compte que j'ai changé plusieurs fois de métier, plusieurs fois d'environnement et plusieurs fois d'identité. Alors pourquoi certains changements semblent possibles et d'autres pas? Pourquoi certaines personnes arrivent à se transformer profondément alors que d'autres restent bloquées dans les mêmes schémas malgré toute leur bonne volonté? Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans ce podcast parce que parfois, comprendre ne suffit pas. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du coup de l'évitement, de toutes ces choses qu'on sait qu'on doit affronter mais qu'on repousse, de cette conversation que tu rejoues depuis des semaines dans ta tête sans jamais trouver le bon moment, de cette décision que tu sais que tu dois prendre mais pour laquelle tu attends encore un signe, de ce projet que tu veux lancer depuis tellement longtemps mais que tu continues de préparer dans l'ombre, ou alors de cette relation qui ne te convient plus tout à fait, de ce travail qui t'épuise, de cette situation dans laquelle tu ne te reconnais plus. Et alors pourtant, malgré ça, tu restes, tu attends, tu contournes. Peut-être que tu te dis que ce n'est pas encore le bon moment, que tu dois d'abord réfléchir, te former davantage, avoir plus d'argent, plus d'énergie, plus de certitude. Peut-être que tu te dis que tu commenceras lorsque tu auras davantage confiance en toi, lorsque tu te sentiras enfin prêt. Et alors sur le moment, toutes ces raisons, elles te paraissent logiques. Elles ressemblent même à de la prudence, de la maturité, à une décision raisonnable. Le problème, c'est que parfois, les jours deviennent des mois. Les mois deviennent alors des années. Et ce qu'on appelait de la prudence finit par devenir une prison dans laquelle tu te maintiens. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te raconter une histoire. C'est une histoire très simple qui va illustrer ce mécanisme. C'est l'histoire d'un chevalier et d'un dragon. Depuis qu'il est enfant, ce chevalier entend parler d'une princesse qui vivait de l'autre côté d'une immense montagne. On raconte qu'elle est belle, lumineuse, libre. Et peut-être que cette princesse ne représente pas seulement une personne. Peut-être qu'elle représente une vie plus vaste. Une vie dans laquelle le chevalier se sentirait enfin à sa place. Une vie qu'il appelle depuis toujours sans qu'il sache vraiment pourquoi. Alors, pendant des années, il imagine ce voyage. Il étudie les cartes. Il écoute les récits de ceux qui ont traversé les montagnes. Il apprend à manier son épée. Il prépare son armure. Il attend le bon moment. Puis, un matin, il décide enfin de partir. Il traverse des forêts, des rivières, des villages qu'il ne connaissait pas. Certains jours, il avance avec une confiance absolue. D'autres jours, il doute. Il se demande s'il ne s'est pas trompé de chemin, s'il est vraiment fait pour cette aventure, s'il ne ferait pas mieux de retourner dans son village, là où tout est connu, prévisible, rassurant. Mais malgré ses doutes, il continue, parce qu'au fond de lui, quelque chose l'appelle. Et puis un jour, après des semaines de marche, il arrive enfin au pied de la montagne. La princesse est de l'autre côté. Il le sait, il n'a jamais été aussi proche de ce qu'il désire. Mais lorsqu'il lève les yeux, il le voit. Ici, le dragon, immense, puissant, terrifiant. Ses écailles brillent sous la lumière. De la fumée s'échappe de ses narines. Ses griffes s'enfoncent dans la roche. Il est couché devant le seul passage qui permet de traverser la montagne. Le gardien du chemin, le gardien du trésor. Et à cet instant, le chevalier sent son cœur s'accélérer. Sa respiration devient plus courte. Ses muscles se contractent sous son armure. Son ventre se serre. Son corps a compris avant lui. Il a peur. Mais ce qui est fascinant, c'est que son cerveau ne va pas lui dire « tu as peur », non. Il va être beaucoup plus subtil que ça. Il ne va pas lui dire « fais demi-tour parce que tu as peur d'échouer ».
Il va lui dire « réfléchis encore un peu ». Il ne va pas lui dire « tu as peur d'être blessé ». Il va lui dire « ça serait irresponsable de continuer maintenant ». Il ne va pas lui dire « tu as peur de découvrir qui tu pourrais devenir ». Il lui dit « peut-être que cette princesse n'est finalement pas faite pour toi ». Alors le chevalier commence à réfléchir. Peut-être existe-t-il un autre passage. Peut-être trouvera-t-il une autre princesse. Peut-être que ce n'est pas simplement pas le bon moment. Il pourrait rentrer dans son village, se préparer davantage, acheter une meilleure armure, prendre quelques cours supplémentaires, revenir lorsqu'il aura plus confiance en lui, lorsqu'il se sentira véritablement prêt. Et peu à peu, la peur devient un raisonnement, l'évitement devient de la prudence et le renoncement devient de la sagesse. Alors à ce moment-là, le chevalier fait demi-tour, convaincu d'avoir pris la meilleure décision, convaincu d'avoir été raisonnable, convaincu qu'il reviendra bientôt. Mais les semaines passent, puis les mois, et chaque fois qu'il pense à la montagne, il ressent un léger pincement dans le cœur. Alors il se répète que ce n'était probablement pas son chemin, que cette histoire de princesse était peut-être une illusion, qu'il possède déjà suffisamment de choses dans son village. Il essaye de se convaincre qu'il est heureux, mais certains soirs, lorsqu'il regarde la montagne au loin, il se demande ce qui se serait passé s'il avait continué. Il imagine parfois la princesse, le paysage de l'autre côté, la vie qu'il aurait pu découvrir. Et surtout, il se demande quel homme il serait devenu s'il avait affronté le dragon. Car le véritable problème n'est peut-être pas qu'il n'a pas obtenu la princesse, ce n'est peut-être même pas qu'il n'a pas traversé la montagne. Le véritable problème, c'est qu'il ne découvrira jamais qui il aurait pu devenir en l'affrontant. Parce que peut-être que le dragon n'était pas là pour l'empêcher d'avancer. Peut-être qu'il était là simplement pour le transformer. Et je pense que cette histoire, elle parle de nous tous. Parce que dans nos vies, les dragons prennent rarement la forme qu'on imagine. On pense que le dragon, c'est cette reconversion professionnelle, ce projet, cette séparation, cette prise de parole, cette conversation difficile, ce déménagement. Alors que très souvent, le vrai dragon, il est caché derrière. C'est pas le projet, c'est ce que le projet va nous obliger à ressentir. À être visible, à être jugé, à ne pas être compris, à risquer d'échouer, risquer de réussir aussi, décevoir certaines personnes, quitter une ancienne version de soi, perdre une identité, ne plus pouvoir se raconter la même histoire. Le dragon, c'est pas toujours ce qu'on doit faire. Il est parfois ce qu'on doit accepter de ressentir, accepter d'être pour pouvoir le faire. Et c'est précisément à cet endroit que le mental intervient, parce que le mental, il aime ce qu'il connaît, il aime pouvoir anticiper, prévoir, contrôler. Alors face à l'inconnu, il transforme la peur en une série d'arguments parfaitement logiques. Il ne va jamais te dire que tu as peur d'être visible, il va toujours te dire que ce projet, il n'est pas encore suffisamment abouti. Il ne va jamais te dire que tu as peur que l'on te rejette, il va te dire que ce n'est pas le bon moment pour avoir cette conversation. Il ne va jamais te dire que tu as peur d'échouer, il va te dire que tu devrais sans doute faire une autre formation avant de commencer. Il ne te dira pas que tu as peur de découvrir que tu es capable de réussir, il va te dire que tu préfères ne pas trop t'emballer. Et parfois on passe des années à croire ces histoires, parce que les plus grands autosabotages ne ressemblent jamais à des autosabotages, ils ressemblent à des raisons. Et c'est précisément ce qui les rend si puissants. Alors pendant longtemps, pour ma part, j'ai cru que mon dragon, c'était de quitter l'immobilier. J'avais construit toute une identité pendant des années autour de ce métier. J'avais de l'expérience, des compétences, une reconnaissance, une place, un salaire, une forme de sécurité. Et alors lorsque j'imaginais partir, j'avais l'impression que le danger, il était là, dans la reconversion, dans le fait de devenir thérapeute, dans le fait de créer une nouvelle activité. Et alors j'ai compris que mon véritable dragon, c'était pas seulement de quitter l'immobilier. Il n'était pas non plus de devenir thérapeute, ni même de lancer un podcast. Mon dragon, il était plus inconfortable. C'était accepter d'être visible, de prendre la parole sans pouvoir contrôler ce que chacun allait penser de moi,
d'accepter que certaines personnes ne soient pas d'accord avec moi, d'accepter d'être jugée, peut-être critiquée, accepter de ne plus me cacher derrière un métier, un personnage qui me donnait une identité claire et immédiatement compréhensible. Alors dans l'immobilier, je savais expliquer ce que je faisais, j'avais un titre, une entreprise, une fonction, des résultats, mais lorsque toi, tu décides de créer quelque chose qui vient réellement de toi, tu ne présentes plus seulement ton travail, tu présentes une partie de toi et c'est beaucoup plus vulnérable. Alors lorsque je regarde derrière moi, je me demande parfois, mais alors combien de décisions que je pensais raisonnables étaient en réalité des façons élégantes de contourner mon dragon? Combien de fois je me suis dit que ce n'était pas le bon moment, que je devais être plus prête, plus légitime, mieux formée, plus certaine, que je devais avoir plus d'argent de côté, alors qu'une partie de moi cherchait peut-être simplement à rester à l'abri. Et derrière toutes ces explications, il y a quelque chose de plus profond, c'est ton corps, ton système nerveux. Lorsqu'on parle de changement, on imagine souvent que le problème, il est uniquement dans la tête, que si on comprenait mieux, si on était plus motivé, si on avait plus de volonté, alors on avancerait. Et le corps, il ne fonctionne pas du tout avec ces raisonnements. Il fonctionne aussi avec des associations. Il y a le connu d'un côté, l'inconnu de l'autre côté, la sécurité et de l'autre côté la menace. Pour un organisme dont la priorité, c'est de nous protéger, tout ce qui est imprévisible demande davantage de vigilance. Et ce qui est familier peut parfois sembler plus sûr que ce qui est réellement bon pour nous. Alors une situation, elle peut te faire souffrir, mais si elle est connue, ton corps, il sait comment y survivre, il connaît les règles, il sait comment anticiper, comment s'adapter, comment se protéger, alors que l'inconnu, lui, il ne possède pas encore de mode d'emploi. Voilà pourquoi tu peux rester des années dans une situation qui ne te convient plus. Et c'est pas parce que tu l'aimes, et c'est pas parce que tu l'as choisi réellement, mais parce que ton corps sait déjà comment il fonctionne. Un travail qui t'épuise, ça peut rester rassurant pour toi parce qu'il te donne un salaire, un statut, une routine, une relation qui ne te satisfait plus, elle peut te sembler plus supportable que ta solitude, l'incertitude ou le risque de ne jamais trouver quelqu'un. Un comportement qui te fait souffrir peut malgré tout calmer momentanément une émotion, t'éviter un conflit ou te protéger du regard des autres. On peut préférer inconsciemment une souffrance connue à une liberté inconnue. Et pas parce qu'on est faible, mais parce qu'une partie de nous essaie encore de nous maintenir en sécurité. Et c'est ici que l'histoire, elle devient plus complexe, parce que si on évite quelque chose, ce n'est pas uniquement parce qu'on a peur, c'est aussi parce que l'évitement nous apporte quelque chose, même lorsqu'il devient extrêmement coûteux. Par exemple, le perfectionnisme, il peut te permettre d'éviter le risque d'être critiqué. Et si rien n'est jamais suffisamment parfait pour être montré, alors personne ne pourra jamais le juger. L'hyperactivité, ça peut te permettre de ne jamais t'arrêter assez longtemps pour ressentir tes émotions. L'indécision, elle peut éviter d'avoir à renoncer à une possibilité. Parce que tant que tu ne choisis pas, toutes les portes, elles restent théoriquement ouvertes. Rester dans un travail qui t'épuise peut protéger ta sécurité financière, ton identité ou le regard de ton entourage. Rester dans une relation qui ne te nourrit plus peut te protéger de la solitude. L'évitement, ça fonctionne. C'est précisément pour cela qu'on l'utilise. Il diminue temporairement l'inconfort. Il soulage, il nous redonne l'impression d'être en sécurité. Mais alors, le problème, c'est que ce soulagement, il possède un prix. Et plus on répète l'évitement, plus notre cerveau apprend qu'on a eu raison d'éviter et qu'on est une personne qui évite. Alors on ne se fait plus confiance. Imagine que tu repousses une conversation difficile. Immédiatement, tu ressens un peu de soulagement. Ton système nerveux enregistre alors: lorsque j'évite cette conversation, la tension diminue. La prochaine fois, l'envie d'éviter sera encore plus forte et la conversation semblera encore plus dangereuse. Le dragon, il grandit chaque fois que tu fais demi-tour. Pas parce qu'il devient réellement plus puissant, mais parce que ton cerveau apprend que tu ne peux pas l'affronter. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver à organiser toute ta vie autour de quelque chose que tu ne veux pas ressentir. Tu vas éviter de dire non pour ne pas décevoir. Et alors tu vas accepter des choses que tu veux pas.
Tu vas éviter de montrer ton travail pour ne pas être jugé. Et après, tu ne souffres de ne pas être reconnu. Tu vas éviter de prendre une décision pour ne pas faire d'erreur. Et alors, tu laisses les circonstances décider à ta place. Tu vas éviter de quitter une situation parce que tu as peur de perdre ce qu'elle t'apporte. Puis, progressivement, tu vas perdre ton énergie, ta confiance et ta joie. Et c'est là que se trouve le véritable coup de l'évitement. Ce coup, il n'arrive pas toujours brutalement, il est discret, il s'accumule. Une journée, puis une semaine, puis une année. Et ce sont toutes les pensées consacrées à ce que l'on ne fait pas. Toutes les conversations qu'on répète dans notre tête. Toute l'énergie dépensée à maintenir une situation qui ne nous convient plus. Toute cette créativité que tu utilises pour inventer des nouvelles raisons d'attendre. Le problème, c'est donc pas uniquement ce que tu risques de perdre en affrontant le dragon. Le problème, c'est tout ce que tu perds déjà en le contournant et la personne que tu ne deviendras jamais. Alors peut-être qu'en m'écoutant, tu penses déjà à ton propre dragon, peut-être que tu sais exactement où il se trouve, peut-être qu'il porte le visage d'une personne, d'un événement, d'un projet, d'un travail, d'une décision. Peut-être aussi que tu ne vois pas encore clairement ton dragon, mais que tu reconnais ta montagne. La montagne. Cette zone de ta vie autour de laquelle tu tournes depuis longtemps. Alors je vais te poser 3 questions, pas pour te forcer à agir aujourd'hui, pas pour te pousser à prendre une décision précipitée, simplement pour commencer à voir plus clairement ce qui se joue pour toi. La première question, c'est la suivante. Quel est le projet, la décision ou la conversation que tu repousses depuis longtemps? Essaie d'être précis, c'est pas seulement je dois changer de vie, mais je dois appeler cette personne, je dois demander cet entretien, publier ce projet, reconnaître que cette situation, elle ne me convient plus. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui me fait réellement peur dans cette situation? Pas uniquement ce qui pourrait se passer à l'extérieur de toi, mais ce que ça pourrait provoquer à l'intérieur. Est-ce que c'est la peur d'être jugé, de décevoir, d'échouer, de perdre une certaine image de toi, une loyauté envers quelqu'un, de te retrouver seul ou peut-être de découvrir que tu es capable d'aller beaucoup plus loin que tu ne le penses? Et alors la troisième question, quelle histoire mon mental me raconte-t-il pour continuer à contourner le dragon? Alors là, souvent, c'est extrêmement bien caché. Ça peut être, ce n'est pas encore le bon moment, je dois d'abord être plus confiant, il me manque encore quelque chose, je commencerai lorsque la situation sera plus stable, je n'ai pas le choix, ça c'est quelque chose qui revient très souvent. Écris ces phrases parce que lorsqu'elles restent dans ta tête, elles peuvent ressembler à la vérité. Par contre, quand elles sont sur le papier, on peut enfin les regarder, les questionner et observer ce qu'elles protègent. Et parfois, le simple fait de voir l'histoire permet déjà d'arrêter de la confondre avec une décision. J'aimerais maintenant te proposer une courte expérience. Alors, si tu conduis ou si tu te trouves dans une situation qui demande toute ton attention, garde cet exercice pour plus tard. Sinon, tu peux simplement t'installer confortablement et peut-être fermer les yeux ou laisser ton regard se déposer sur un point devant toi. Prends une inspiration un peu plus profonde sur 5, 4, 3, 2, puis laisse l'air ressortir lentement. 5, 4, 3, 2 et encore une fois. Inspire. Et expire. Et pendant quelques instants, imagine ton propre chevalier. Il se trouve au pied de la montagne, face au dragon. Peut-être que tu distingues déjà la montagne, sa forme, sa hauteur, la lumière autour de toi.
Peut-être que tu entends le vent ou simplement le silence. Et devant toi se trouve ce dragon. Tu n'as pas besoin de le combattre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de tout bouleverser. Tu peux simplement l'observer. Remarquer sa taille, la distance qui vous sépare et peut-être reconnaître ce qu'il représente. Une conversation, une décision, un projet, une émotion que tu évites de ressentir. Puis demande-toi doucement, quel serait le plus petit pas possible dans sa direction? Pas le pas spectaculaire, pas celui qui change toute ta vie en une journée. Le plus petit pas, honnête. Envoyer un message, écrire une phrase, prendre un rendez-vous, dire non une première fois, montrer quelque chose d'imparfait, demander de l'aide ou simplement reconnaître ce que tu sais déjà. Et maintenant, imagine ce chevalier faire ce pas. Un seul. Peut-être que la peur est encore là. Et c'est très bien. Le but n'est pas de la faire disparaître. Le but est d'offrir à ton corps une nouvelle expérience. L'expérience que tu peux ressentir la peur sans devoir immédiatement faire demi-tour. Reste là quelques instants, puis prends une inspiration profonde et reviens doucement à ton corps, à la pièce autour de toi, à ton rythme. Affronter un dragon ne signifie pas toujours sortir son épée. Cela ne signifie pas tout quitter demain, provoquer un conflit ou prendre une décision dans la précipitation. Parfois, affronter le dragon consiste simplement à rester quelques secondes de plus face à ce qu'on évitait. Envoyer un message, dire une phrase honnête, prendre un rendez-vous, demander de l'aide ou publier quelque chose d'imparfait. Faire un premier pas suffisamment petit pour que ton système nerveux puisse découvrir une nouvelle expérience. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est peut-être simplement la capacité à ne plus laisser la peur décider seule. Et plus j'avance, plus je pense qu'on se trompe souvent sur la nature du changement. On attend de ne plus avoir peur pour agir. Et très souvent, la confiance, elle arrive après, sur le chemin. Une fois qu'on a décidé, une fois qu'on a arrêté de s'abandonner. Le chevalier ne devient pas courageux avant de rencontrer le dragon. Il le devient dans la rencontre. Quelque chose en lui se construit au moment où il reste, au moment où il avance malgré l'incertitude, au moment où il découvre qu'il possède des ressources qu'il ne pensait pas connaître tant qu'il restait dans son village. C'est pour cela que certains défis nous transforment, non pas parce qu'ils étaient faciles, mais parce qu'ils nous obligent à devenir plus grands que la version de nous qu'on évitait.